Salut, c'est Mion Visiteur. Aujourd'hui, on va parler cuisine. Mais non, on va pas cuisiner le chat, enfin. Non, mais non, je veux dire cuisine, dans le sens recette, parce qu'on voulait parler des recettes au cinéma, et je voulais vous parler du film 3, parce que c'est une recette de cinéma qui fonctionne, une recette de film qui fonctionne. Enfin, vous savez que le second degré, c'est pas qu'une température, hein. Voilà, pour cette recette, on va prendre une pincée d'acteurs charismatiques, quelques dialogues bien sentis, un scénario qui envoie... 3 est un film de 2004 réalisé par Wolfgang Petersen qui réalisa également L'Histoire sans fin. Au scénario, un relatif inconnu à l'époque, David Benioff. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal, il est depuis devenu célèbre pour avoir co-scénarisé une petite série qui a un peu tourné, Game of Thrones. Et j'aime autant vous dire qu'il s'y connaît en recette. On a un beau casting avec Brad Pitt qui joue un Achille quasiment parfait, Orlando Bloom dans sa période jeune premier qui joue le prince Paris, Diane Kruger impeccable en Hélène de Troie, Eric Bana tout aussi impeccable en Hector, Peter O'Toole pour Priam, Brendan Gleeson en Ménélas désagréable. Bref, un casting qui envoie du cheval de bois. Là encore pour le scénario, on va pas spoiler grand chose. C'est une version librement adaptée de l'Iliade écrite par Homère, qui décrit la guerre entre les Grecs et les Troyens habitants de la cité d'Asie mineure de Troie. C'est un récit majeur et fondateur de la Grèce antique, ainsi que de Rome par la suite. Et à ce jour, c'est une des histoires les plus reprises par les auteurs et les créateurs. Les historiens et archéologues pensent aujourd'hui que cette guerre de Troie a bien eu lieu à un moment de l'histoire, mais à une date relativement incertaine, entre 1500 et 1150 avant Jésus-Christ. Et peut-être pas dans les proportions décrites par Homère, ou par le film. Mais parlons-en de ce film. L'histoire. Ce qui est amusant avec ce film, c'est que certaines scènes sont des passages quasiment parfaits repris de l'histoire d'origine, alors que d'autres sont des adaptations que l'on peine à expliquer. Une fois n'est pas coutume, pour les coutumes c'est exactement la même. Ou l'inverse. Je m'en serais douté. Dans l'histoire d'origine, le prince de Troie Paris et Hélène de Sparte tombent éperdument amoureux et rentrent ensemble à Troie. Ménélas, l'époux d'Hélène, rentre dans une colère noire et demande à tous les autres rois grecs de l'aider à reconquérir sa femme et de se venger de Troie. 10 ans après, l'expédition part avec Agamemnon à sa tête, qui est le roi de Mycène, ainsi qu'un certain nombre de héros comme Ulysse, Achille, Nestor, Ajax, etc. Sur place, c'est un peu la galère pour prendre la cité. Les Grecs campent sur la plage pendant 10 ans avant d'y parvenir, non sans avoir perdu nombre de héros au passage, et pris les cités environnantes pour couper les vivres à Troie. Je vous épargne les détails, l'histoire est longue, mais la cité est prise grâce au célèbre cheval de Troie, une ruse d'Ulysse qui met en scène le départ de l'armée grecque en laissant un immense cheval de bois sur la plage. Les Troyens récupèrent le cheval comme présent des dieux et le ramènent en ville. Mais à la nuit tombée, plusieurs dizaines de Grecs cachés à l'intérieur du cheval en sortent pour ouvrir les portes au reste de l'armée et la ville est prise et pillée. D'ailleurs, l'expression cheval de Troie existe encore de nos jours et désigne un subterfuge d'infiltration. Mais oui, c'est clair. Tout ce récit est marqué par l'intervention permanente des dieux, qui ont pris part pour les Grecs ou les Troyens dans une gigantesque partie d'échecs, où les humains n'ont d'autre choix que de se débrouiller comme ils peuvent entre les divins caprices. Le film s'en écarte un peu puisqu'Agamemnon a conquis toute la Grèce, que les Grecs sont à Troie en un claquement de doigts, qu'en 15 jours la guerre est pliée, Ménélas et Agamemnon meurent beaucoup trop tôt, Achille beaucoup trop tard, et on a enlevé plein de héros pour ne pas s'en mêler les pinceaux. Et puis les dieux sont pas là. Pas du tout. L'histoire est globalement simplifiée pour tenir dans le film, et bien pourquoi pas. Cette simplification est assez réussie, même si elle est parfois servie par quelques personnages un peu trop caricaturaux. Mais comme on dit... Ça passe... Les Grecs... Bon, par quoi commencer ? On a là un exemple typique de film à la manière d'eux, qui est assez rigolo. Je pense que là-dessus, le conseiller historique, de temps en temps, il devait sangloter seul dans son coin pendant le tournage, et que le réal venait le voir, tapoter son épaule en lui disant « Oh, pauvre biquet ! Non mais, d'accord, juste un, mais en arrière-plan... » et pas trop visible. Là. Bon... Histoire de le consoler. Dans la réalité, il n'y avait pas de conseiller historique sur le film. Ah! En revanche, le British Museum a prêté des objets de ses collections archéologiques pour inspirer les costumiers et accessoiristes, ce qui explique certaines références plutôt pertinentes, lorsque la plupart du film est un péplum cliché, somme toute assez classique. Allez, on commence par Achille. Brad Pitt joue plutôt bien le rôle, mais si on avait dû garder purement ce qui est historique, je pense que le film aurait fait un carton bien plus important au cinéma rien que pour voir Brad Pitt nu avec seulement une épée. D'ailleurs, c'est quelque chose à mettre au crédit du film parce que c'est assez récurrent, toutes les armes semblent être en bronze, que ce soit les couteaux, les épées, les lances ou encore les haches.
Car oui, ces millions de visiteurs, nous étions alors à l'âge du bronze, une époque ancienne difficile à définir par des dates, parce que selon la zone géographique, les dates sont un peu changeantes. Disons approximativement moins 2000 à moins 1000 pour vous donner une petite idée. À cette époque donc, toutes les armes sont en bronze, ainsi que les protections métalliques. C'est plutôt bien rendu dans le film, les armes sont globalement bonnes, même si on a parfois de petites fantaisies en fonction des personnages. Là encore, on va se dire que... Bref, Achille, il a un casque corinthien. Mais très ouvert au niveau du visage, c'est pour qu'on puisse voir la tête de BG de Brad Pitt, c'est très important. Ceci dit, le casque corinthien, il apparaît environ 500 ans après les estimations les plus récentes de la date historique de la guerre de Troie. Le type de bouclier d'Achille, rond avec 2 petites ouvertures, date plutôt de la même époque, c'est une inspiration de bouclier béotien. Son armure est assez fantasque pour le coup et ne correspond pas à grand chose. Ses guerriers sont équipés à peu près de la même façon. Et tous en noir parce que ça fait plus classe. La plupart des autres soldats sont équipés aux petits bonheurs de l'Antiquité ou des vieux stocks de péplum. Ulysse ressemble à un général romain cliché, beaucoup ont des armures qui ressemblent à des linothorax, qui est une armure beaucoup plus tardive que la période du film, et puis parfois on a des assemblages plutôt étranges, on dirait le couvre-lit en patchwork de votre grand-mère quoi. Hein. On a parfois des boucliers plutôt pas mauvais, voire très bons en fait. 2 boucliers prédominent chez les Grecs, on a un grand bouclier rond en métal décoré que l'on appelle bouclier d'Ersprung, du nom du lieu où il a été retrouvé. Mais également beaucoup de boucliers dipylones, qui ressemblent à des 8. Ce qui est amusant, c'est que certains ont une arête centrale qui n'existait pas sur ce type de bouclier, mais sur un autre type très répandu à l'époque et que l'on ne voit pas dans le film, le bouclier qui est appelé simplement bouclier en 8. Il est très grand, très profond et assez typique de la Grèce de l'âge du bronze. Mais je chipote, le dipylone c'est très bien en fait, et puis plus facile à fabriquer pour les accessoiristes du film. Le coup des nobles montés sur des chars, c'est pas mal, assez ressemblant aux chars que l'on connaît, avec un peu d'adaptation. Ça passe. On voit sur les casques régulièrement le même cimier en cercle, c'est une référence à un casque en bronze découvert dans une tombe à Argos en Grèce, et qui est daté du 8e siècle avant Jésus-Christ. Et pas de bol, c'est encore 400 ans plus tard que la guerre de Troie, au minimum. D'ailleurs, tous les casques grecs du film sont plus ou moins inspirés de celui-ci, avec une base de cuir et un couvre-nuque, peut-être des écailles, enfin c'est pas très clair. En revanche, c'est très fantasque. Que vous dire de plus Il n'y a personne d'autre ? J'insiste pas, hein, vous avez compris que rien ne va par les armes et les boucliers. Ah si, Achille porte des chaussures à bout pointu sur le tutu, et ça c'est très cohérent, et étonnant comme détail. On passe aux Troyens ? Promis, après je vous montre à quoi ça devait ressembler, mais préparez-vous psychologiquement avant, la suite va vous étonner. Les Troyens. Avant toute chose, je dois faire un truc. Ils ont pas d'étrier, ils ont pas d'étrier. Et ben ça, c'est un point de plus sur la note finale, parfaitement. Je suis enthousiaste, c'est un gage de qualité dans les films antiques. Pensez au nombre de figurants et cascadeurs qui doivent s'astreindre à le faire. Moi je trouve que c'est un bel effort. Là encore, les armes sont plutôt bonnes, et les boucliers sont tous globalement assez cohérents. On peut se demander d'où vient le trou qu'ils ont parfois, genre là. Mais la logique n'est pas mauvaise, et globalement la forme correspond bien à ce qu'on appelle un bouclier de type tour, parce que les gars qui donnent les noms sont toujours très inspirés. Les boucliers de cavalier en 2001 vont bien aussi, c'est un type que l'on retrouve à la fin de la période mycénienne, et qui va perdurer pendant des siècles en traversant les périodes suivantes, et en équipant les troupes légères avec quelques petites variations. Sur un cavalier, écoutez, on ne sait pas trop, mais c'est pas incohérent. Parce qu'en fait, la guerre de Troie, on ne sait pas trop de quand elle date. Les fouilles archéologiques sur place ayant révélé 9 cités construites les unes sur les autres, chaque cité précédente ayant été détruite de manière brutale. Donc, si ça ne nous facilite pas la vie sur des sources claires, je peux me permettre quand même de taper large et laisser pas mal de possibilités d'interprétation au bénéfice du doute. Mais dans le film, souvent, ils sont quand même à côté de la plaque. Je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçu. On a parlé des costumes civils ? Pas encore. Alors écoutez, ça, on peut le résumer facilement en 2 points. Le premier... Ils sont colorés et propres ! Colorés et propres ! Mon petit oiseau. Mais c'est tellement plaisant, vraiment, vous n'imaginez pas, hein. 2 films de suite avec des civils propres, ne vous habituez pas, ça va pas durer. On a quand même des codes couleurs trop uniformes, comme le bleu pour 3, mais bon... Ça passe. Ceci étant dit, sinon c'est pas historique, hein, on a tenté de faire des trucs vaguement à la grecque avec des tenues un peu bouffantes, des mélanges de bijoux et de coiffures orientalisantes, des manteaux bizarres colorés, et non, tout est juste à la manière d'eux.
y a rien d'historique, c'est vraiment à la manière d'eux. À part tout de même quelques gars dans le fond qui ressemblent à des bons costumes grecs classiques, mais c'est quand même bien plus tardif que la guerre de Troie. Hein. Bref, comment dirais-je, c'est tout raté. Le film cherche généralement à nous mettre en tête l'idée de... Ouais, non mais c'est comme la Grèce, mais en plus ancien, voyez. Donc on a des classiques du péplum, les femmes nobles sont un archétype du genre avec des grandes robes flottantes et des couronnes de laurier, et puis des assemblages qui ne correspondent à rien avec un vague style grec partout. J'ai commis beaucoup d'erreurs cette semaine. Ce qui est rigolo, c'est que les créateurs du film ont dû se dire que comme Troie c'est un peu en Orient, on pouvait se permettre des trucs un peu plus orientaux dans le cliché. Genre les archers avec les longues robes et leurs tresses, les danseuses, on est un peu dedans. Hein. Après pour les femmes, je comprends qu'il y a eu adaptation de costumes, vraiment. Parce que beaucoup de représentations mycéniennes de l'époque montrent tout de même les femmes avec les seins nus. Hein. Voilà. La mode et l'évolution des mœurs. Les vrais équipements de la guerre de Troie. Je vous entends penser d'ici. Je vous entends me dire, oui, mais à quoi ça ressemblait vraiment le guerrier grec de cette époque ? Eh ben, accrochez-vous, attention les yeux, mettez des lunettes, parce que ça ressemblait à ça. Et ouais, c'est mis en visiteur, regardez ces couleurs, ces cimiers, ces assemblages improbables. Quelle époque fantastique. L'époque grecque de l'âge du bronze, c'est un âge que l'on connaît de manière assez variable, mais on commence à avoir une bonne idée en fonction des périodes. Brossons un peu le portrait de quelques éléments absolument incontournables que l'on aurait dû retrouver dans Troie. L'armure de Dendra. Probablement l'armure la plus connue et la plus emblématique de la période. Surnommée l'armure scarabée, elle est constituée de plaques de bronze mobiles et fixées entre elles. Les quelques reconstitutions existantes sont étonnantes parce que l'armure semble être finalement très pratique, contrairement à ce que l'on imagine naturellement en la voyant. C'est l'armure la plus représentée et la plus représentative de l'époque, à tel point que dans l'écriture par idéogramme de cette période, le mot armure est désigné par un dessin représentant l'armure de Dendra. Évidemment, il existe d'autres types d'armures, des cuirasses en bronze avec des épaulières, et ce qui semble être des armures d'écailles. Il existe également des hypothèses sur des armures de cuir ou de tissu, mais ces matériaux ne résistant pas au ravage du temps, nous en sommes réduits à des suppositions. Les casques. Alors là, côté modèle et inspiration, j'aime autant vous dire que c'est la fête du slip. Considérons 3 types de casques particuliers. Les plus emblématiques, ce sont les casques en défense de sanglier. Oui, de sanglier. Il s'agit de casques en cuir recouverts de défense de sanglier, dont la dureté permet une excellente solidité. Le casque en lui-même est décrit par Homère dans l'Iliade, et on a retrouvé plusieurs éléments de ces casques attestant de son existence, longtemps controversée. Ensuite viennent les casques coiffes en anneaux. Alors imaginez une sorte de tube en bronze, comme ça, avec à l'intérieur du cuir et du feutre, et au-dessus aussi, et puis par-dessus encore du crin, des plumes, des trucs quoi. Et on m'avait jamais prévenu qu'il fallait s'accrocher et que ça allait être un peu carnaval. Bon, ça ressemble à ça en fait. Original, non ? On en a retrouvé quelques-uns et on en voit sur des représentations assez régulièrement. On a enfin un ensemble de casques méconnus et mal représentés, composé le plus souvent d'un ensemble en bronze, en cuir renforcé ou d'autres matériaux inconnus, avec régulièrement des paragnathides, les protège-joues. Et bien entendu, on ajoute à cela les cimiers les plus fantaisistes possibles, en panache, en crête, en cercle, wouh, c'est la fête. D'ailleurs, le côté cercle est figuré un peu dans le film, mais les armées sont bien trop uniformes, et si cela permet aux spectateurs de mieux les identifier, cela ne correspond à aucune réalité de l'époque. Pas d'armée uniforme dans l'Antiquité, j'insiste là-dessus. A noter que ce sont les seuls guerriers de l'Antiquité à avoir le droit aux cornes sur leur casque, et vous m'oubliez les clichés sur les Gaulois. Les vêtements. Bon, les vêtements, c'est chaud. C'est chaud parce qu'on en a peu retrouvé, et que sur les représentations, il faut vraiment interpréter. Sur celle-ci, c'est pas super évident par exemple. Bonne chance. Globalement, on pense qu'il y avait des tuniques à manches courtes ou longues, parfois à franges. Peut-être des sortes de shorts ou de slips, on voit parfois sur les représentations de grandes chaussettes sur lesquelles les guerriers mettent des jambières. C'est un peu le souci de l'histoire, souvent plus on recule dans le temps, plus il est compliqué de se faire une idée précise de certaines réalités matérielles. Surtout si l'art figuratif est un peu, disons, spécial. Pour ce qui est des femmes, je l'ai brièvement évoqué, mais on a surtout des robes et des espèces de petits boléros qui régulièrement laissent les seins nus. En termes d'architecture, mention spéciale à la ville de Troie dans le film, qui en termes de style n'est pas si mauvaise avec ses longues murailles, ses tours carrées et ses bâtiments en pierre. C'est là que l'on voit la grandeur de votre civilisation. Construire pareil ouvrage il y a 4000 ans, il fallait être visionnaire. Après, ça part un peu plus en sucette sur le temple-palais là, mais bon, notons l'effort tout de même. Reste que par rapport au film, on est complètement à côté de la plaque de bronze.
Ouais, enfin, il y avait une promo sur les jeux de mots foireux, faut pas m'en vouloir. Et puis, qui n'a jamais tenté de faire ça et qui me jette la première? On l'a vu, l'historicité n'est pas le point fort du film. Clairement pas. Ceci étant, on peut se demander que dans la mesure où c'est un récit mythologique repris de nombreuses fois, l'historicité est-elle plus importante que l'histoire que l'on raconte? Vaste question à laquelle je réponds non, mais également un gigantesque oui. Mais du coup, si on revient sur notre idée de recette, pourquoi 3 recueille 54% des suffrages sur Rotten Tomatoes, alors qu'Alexandre, sorti la même année et pourtant bien plus historique, peine à toucher ses 16%? Parce que le grand public n'a pas tellement l'idée de l'historicité, certes, mais pas uniquement. 3 applique une recette, celle du film à grand spectacle historique, et qui fonctionne. Il n'y a absolument rien d'original, mais la partition est plutôt bien jouée, et l'historicité n'entre pas en ligne de compte. Mais faisons une petite liste. La musique épique presque indémodable, avec James Horner aux commandes, ça fonctionne. Les personnages sont hyper charismatiques, Achille, Ulysse et Hector sont particulièrement réussis, Paris et Hélène sont parfaits, et les quelques caricaturaux le sont assez pour équilibrer l'intrigue, du coup ça fonctionne. Une intrigue simple, efficace et une réalisation égale du début à la fin. Des plans d'ensemble épiques mettant toujours en perspective la grandeur de la cité de Troie ou de la flotte des Grecs face à la petitesse des hommes et à leur héroïsme. Des combats individuels qui envoient sévèrement. Alors certes, ils ne sont pas réalistes, mais la mise en avant du héros mythologique fonctionne particulièrement bien, toujours servi par des acteurs phénoménaux et une réalisation solide. L'évolution psychologique des personnages est simple, mais bien présente. Paris qui trouve petit à petit un certain courage et une maturité, Achille une forme de rédemption au travers de Briséis, les méchants qui sont punis à la fin, etc. Et bien sûr les batailles énormes. Alors ok, il n'y a pas de formation et c'est une bataille de cinéma où tout le monde se jette sur tout le monde comme des débiles, mais il y a des tentatives de murs de bouclier, d'utilisation intelligente de la cavalerie, et ça donne à l'ensemble une saveur complètement épique. Et bien tout ça, mine de rien, je le redis, ça fonctionne. Alexandre manquait de beaucoup de ces choses qu'il est facile d'appliquer à un blockbuster, et que vous retrouvez désormais presque partout dans les gros cartons au cinéma. 3 gardes en air de péplum à l'ancienne, grâce à ses références de costumes, mais sans non plus tomber dans le kitsch. La plupart des costumes semblent crédibles, bien que fantasques. Je me suis juste amusé de voir parfois les boucliers, les casques ou les lances se tordre, trahissant leur matière un peu mousse et plastique. Du coup, tout mis bout à bout, eh bien on accepte. On accepte d'y croire, on accepte ce qu'on appelle dans le cinéma la suspension consentie de l'incrédulité. C'est-à-dire que même si ça ne fonctionne pas historiquement, ou qu'on ne sait pas si ça fonctionne, ou qu'on a des doutes, on accepte d'y croire parce que l'histoire est bonne et plutôt bien racontée. Enfin, pensez donc que ça fait plusieurs milliers d'années qu'elle est racontée et bien racontée. L'immortalité! Prenez-la! C'est la vôtre! C'est donc encore une raison qui peut faire aimer un film, même non historique, une bonne recette avec un cuisinier qui sait la préparer. Si elle reste classique, l'être humain aime ses classiques, du coup... Ça passe. Et parfois certains films cumulent tout, la belle histoire bien racontée, la musique qui envoie, les personnages charismatiques, et bien plus encore. Et là-dessus, les spécialistes de l'histoire ne sont que des humains avec des petits cœurs tout mous, et ils peuvent pas lutter. Mais ça, nous en reparlerons.